moustache en place, lunettes en place. Je crois que je suis fin prêt pour pouvoir vous expliquer tout ça. Dans ce chapitre, nous allons travailler sur le PGCD et les nombres premiers entre eux. Alors, le PGCD, c'est ce qu'on appelle le plus grand commun diviseur. Vous avez déjà rencontré ça depuis un certain temps, notamment dans le cadre de partage équitable de bonbons et de voir ici, dans une situation comme je vous présente ici, combien de paquets vous pouvez réaliser de manière équitable afin que tout le monde soit satisfait. Alors vous avez déjà aussi rencontré le PGCD dans le cadre de la simplification de fractions. Quand vous cherchez à rendre une fraction sous forme irréductible, la détermination du PGCD vous permet effectivement de faire ceci de manière extrêmement facile. Alors il faut savoir que l'arithmétique, c'est un sujet ancien, donc notamment chez les Grecs, en moins 300 avant Jésus-Christ environ, vous aviez Euclide qui a permis de mettre en place ce qu'on appelle l'algorithme d'Euclide, qui permet de déterminer le PGCD sans même avoir à faire la décomposition en produits de facteurs premiers. Alors dans l'algorithme d'Euclide notamment, si on obtient 1 à la fin, et si on montre que le PGCD est 1, on dira dans ce cas-là que les nombres sont premiers entre eux. Et c'est là qu'intervient notamment Bézout. Alors Bézout, cette fois, c'est un mathématicien français du XVIIIe siècle, qui cette fois va donner une technique qui vous permettra de dire si des nombres sont premiers entre eux sans même avoir déterminé le PGCD. Donc si vous avez deux nombres A et B entiers, évidemment, si vous arrivez à trouver deux entiers U et V tels que AU plus BV égale 1, on pourra dire que les nombres sont premiers entre eux. Nous allons rediscuter de tout ceci dans le cours. Alors la recherche de ces nombres U et V pourra se faire avec l'algorithme d'Euclide, ou encore on pourra l'informatiser, comme nous allons le voir, avec un petit algorithme sympathique. À la fin de ce chapitre, nous allons conclure notre petite balade spatio-temporelle en Allemagne, au XIXe siècle, avec le fameux savant Gauss, qui va nous proposer donc le théorème suivant, c'est-à-dire que si un antirelatif A divise un produit d'antirelatifs B fois C, et si A et B sont premiers entre eux, voilà ce que nous allons utiliser maintenant, alors A va diviser C. Voilà, nous allons réétudier tout ceci en détail dans le cours. Considérons A et B, deux antinaturels non nuls. Alors, un antinaturel qui divise A et qui divise B est bien sûr appelé un diviseur commun A et B. L'ensemble de tous ces diviseurs communs, nous allons le noter comme ceci. Et dans cet ensemble, il y a un plus grand élément que l'on appelle le PGCD de A et B. Alors, nous allons essayer de le démontrer. La démonstration n'est pas très compliquée. Alors, le nombre 1 est bien sûr un diviseur commun de A et de B. Donc cet ensemble ici est donc une partie non vide de n. De plus, on sait que tout diviseur commun à la fois à A et à B est forcément inférieur ou égal à A et à B. Donc on en déduit donc bien sûr que cet ensemble-là est une partie finie des antinaturels. Donc cet ensemble DAB a un plus grand élément que l'on peut obtenir facilement en rangeant dans l'ordre croissant ou décroissant tous les éléments qui sont ici. Et c'est ce qu'on appelle le PGCD de A et B. Donc ça, c'est pas très compliqué. Un petit exemple, donc dans l'ensemble des antinaturels, donc on peut s'intéresser à 15 et à 12. Donc vous voyez que ici vous avez tous les diviseurs de 15, ici vous avez tous les diviseurs de 12. Donc l'ensemble des diviseurs communs à 12 et à 15, c'est cet ensemble qui est ici, et le plus grand élément, c'est 3. On en dit donc que le PGCD de 15 et de 12 est le nombre 3. Alors une petite remarque, A est un antinaturel, l'ensemble des diviseurs de A est égal à l'ensemble aussi des diviseurs de moins A. Donc on pourra étendre, quand on a besoin, la notion de PGCD aux entiers relatifs. Donc on pourra dire que le PGCD de moins 15 et de 12, c'est aussi le PGCD de 15 et de 12, qui est 3. De toute façon, comme on cherche le plus grand, c'est forcément un nombre positif. Alors nous allons voir maintenant quelques petites propriétés sympathiques. Donc le PGCD de A et B est bien sûr toujours inférieur ou égal à A ou inférieur ou égal à B, mais ça, on n'est pas étonné du résultat, on en a déjà parlé au-dessus. Le PGCD de AB et le PGCD de BA, c'est bien sûr la même chose, c'est immédiat. Maintenant, si B divise A, on a que le PGCD de AB, c'est forcément B. En effet, donc si B divise A, alors B est un diviseur de A, mais B est aussi un diviseur de B. Donc B est bien un diviseur commun à A et B. Mais comme le PGCD de AB est le plus grand des diviseurs communs à A et B, on a forcément que le PGCD de AB, il est supérieur ou égal à B.
Or, on a vu aussi précédemment qu'il est inférieur ou égal à B. Donc, comment un nombre peut être à la fois supérieur ou égal à B et inférieur ou égal à B? La seule possibilité, c'est qu'il soit B. Donc, les deux derniers résultats sont évidents. Donc, le PGCD de A et 1, bah, bien sûr, c'est 1. Le PGCD de A et de A, évidemment, c'est A. Donc, un petit exemple. Donc, 6 est un diviseur de 18. Donc, le PGCD de 6 et de 18, c'est bien 6. Nous allons maintenant nous intéresser à l'algorithme d'Euclide. Donc avant même de démarrer l'algorithme d'Euclide, je vais vous présenter ce qu'on appelle le lemme d'Euclide. Donc nous allons prendre A et B, deux entiers naturels non nuls. On va noter Q et R, évidemment, le quotient et le reste de la division euclidienne de A par B. Alors si R égale 0, nous allons voir que le PGCD de A et B, c'est bien sûr B, mais ça, il n'y a aucune difficulté. Car si R est égal à 0, vous avez A qui est égal à B fois Q. Donc Q est bien sûr un entier naturel. Donc B divise A. Et par conséquent, le PGCD de A et B, c'est forcément B. Donc ce qui va nous intéresser, c'est surtout dans le cas où R est différent de 0. Donc dans ce cas-là, le PGCD de A et de B, ce sera la même chose que le PGCD de B et de R. Alors ça, c'est très intéressant. Alors tout à l'heure, je vous ai présenté une démonstration où si nous arrivions à démontrer qu'un nombre est inférieur ou égal à un autre nombre et aussi supérieur ou égal, alors il est forcément égal à ce nombre. Cette fois, nous allons faire un autre type de démonstration avec une double inclusion. Vous voyez, on va essayer de démontrer cette première inclusion, puis cette deuxième inclusion. Et si un ensemble A est inclus dans un ensemble B et que l'ensemble B est inclus dans l'ensemble A, on aura forcément que l'ensemble A est égal à l'ensemble B. Alors pour ceci, on va considérer D, donc un diviseur commun à A et B. Donc, et on peut écrire que R est égal à A moins B fois Q, comme D divise A et B. Donc D divise le nombre A et D divise le nombre B, il va diviser toute combinaison linéaire de A et B. Donc là, vous avez une combinaison linéaire de A et B. Donc D divise R. Donc j'ai choisi un diviseur commun de A et B, et je viens de montrer que c'est aussi un diviseur commun de B et R. Donc ce qui signifie que cet ensemble ici est bien inclus dans cet ensemble. Alors maintenant, nous allons procéder dans l'autre sens. On va prendre D, un diviseur commun de B et de R. Or, on sait que A est égal à B fois Q plus R, donc D divise aussi toute combinaison linéaire de B et de R. Donc D va diviser ceci, et donc D divise A. Et donc on vient de démontrer que D est aussi un diviseur commun à A et B, et donc on a cette autre inclusion. Et donc ayant ces deux inclusions, on en déduit donc forcément l'égalité de ces choses-là, et donc l'égalité du PGCD. Alors, par exemple, le PGCD de 2414 et de 804, on peut écrire la division euclidienne tout simplement de 2414 par 804, nous obtenons ceci, et donc on en déduit que le PGCD de 2414 et de 804, c'est aussi le PGCD de 804 et de 2. Donc il est immédiat que le PGCD de 804 et de 2, c'est 2, étant donné que les deux nombres sont pairs, hein, c'est très facile à déterminer, et ici vous avez 2, donc on en déduit que le PGCD de 2414 et de 804 est égal à 2. Alors là, vous avez de la structure de comment ça va fonctionner dans l'algorithme d'Euclide. On va pouvoir donc recommencer ce procédé un certain nombre de fois. Alors, je vous ai présenté ici de manière extrêmement formelle le fonctionnement de l'algorithme d'Euclide. Alors, les meilleurs, ceux qui veulent vraiment se destiner à des études de mathématiques, faites-vous plaisir. Regardez ceci parce que c'est vraiment ce qui vous attend pour la suite. Pour les autres, donc on va se contenter de voir comment fonctionne l'algorithme et ça sera largement suffisant. Alors, avant tout, une petite remarque, donc en effectuant ainsi des divisions euclidiennes successives de A par B, puis du diviseur par le reste, le premier reste non nul sera le PGCD de A et de B. Voilà comment fonctionne l'algorithme d'Euclide. Donc suivant les nombres A et B, le nombre à attention d'itération peut être plus ou moins grand. Vous voyez que ici, j'en ai quelques-unes, là j'en ai beaucoup plus. Alors comment ça fonctionne? Allons-y. Prenons ces deux nombres ici. Effectuons la division euclidienne de ce nombre-là par celui-ci. Donc on obtient ceci. Vous voyez que ici vous avez, comme reste 2, maintenant nous allons effectuer la division euclidienne de 126 par 2. On obtient 0. Donc le dernier reste non nul, c'est 2 qui est ici. Donc voilà, le PGCD c'est donc bien 2. On va le voir sur une situation un petit peu plus complexe. Donc prenons ces deux nombres ici, effectuons la division euclidienne de ceci par ceci, donc voilà ce que nous obtenons.
Et on recommence. Maintenant, nous allons effectuer la division euclidienne de 657 par 537. Allons-y. Donc, vous voyez qu'on obtient un reste qui n'est toujours pas nul, donc on continue. Cette fois, on effectue la division euclidienne de 537 par 120. Voilà ce qu'on obtient. On continue encore avec 120 et 57. Toujours pas de reste nul. On continue jusqu'à ce que nous obtenions un reste nul ici. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que le PGCD, c'est le dernier reste non nul, c'est-à-dire 3. L'algorithme d'Euclide nous permet de mettre en place maintenant deux nouvelles propriétés bien pratiques. Alors, les démonstrations font référence à la démonstration de l'algorithme d'Euclide. Les meilleurs, je vous invite donc à regarder ça en détail, surtout si vous vous destinez à faire une prépa ou à faire des études de mathématiques. Donc pour les autres, vous pouvez admettre le résultat. Donc voilà le premier résultat. Donc prenons A et B, deux entiers naturels non nuls. L'ensemble des diviseurs communs à A et à B, c'est l'ensemble des diviseurs de leur PGCD. Donc ça sera une propriété bien pratique que nous allons utiliser régulièrement. Alors l'autre propriété, c'est ce qu'on appelle l'homogénéité. Donc on va prendre à nouveau deux entiers naturels non nuls et on va prendre un troisième entier naturel non nul. Donc le PGCD de KA-KB, ça sera tout simplement K fois le PGCD de AB. Donc ça va nous permettre de simplifier énormément les calculs quand nous serons en train de rechercher un PGCD, donc à connaître. Nous allons maintenant parler des nombres premiers entre eux. Alors on voudrait par exemple savoir si on peut simplifier la fraction suivante. Alors pour cela, on peut tout simplement déterminer le PGCD de ces deux nombres. Alors on trouve ici que ce PGCD est égal à 1. Donc par conséquent, les deux nombres qui sont ici ne peuvent pas être divisés par un autre nombre que 1 ou moins 1. On dit dans ce cas-là que ces deux nombres sont premiers entre eux. Et on peut donc affirmer que la fraction, donc 1223 sur 717, est irréductible. Alors on va maintenant mettre en place la définition. Donc soit A et B, deux entiers relatifs non nuls, on dira que A et B sont premiers entre eux, tout simplement, si leur PGCD est égal à 1. Alors deux nombres sont donc premiers entre eux, sinon d'autres diviseurs communs que 1 et moins 1. On dit aussi que A est premier avec B. On dit aussi que B est premier avec A. On peut voir aussi dans la littérature, A et B sont étrangers. Alors, un petit rappel avant de poursuivre, ne confondez pas les nombres premiers entre eux et les nombres premiers, donc on va avoir un chapitre consacré aux nombres premiers juste après. Donc on dit qu'un entier naturel non nul P est premier si ses seuls diviseurs dans les entiers naturels sont 1 et P. Il faut absolument avoir deux diviseurs. Attention, 1 n'est pas premier, on en reparlera par la suite. Alors, on va voir cette propriété intéressante maintenant. Donc prenons A, un entier relatif, non nul, et P un nombre premier qui ne divise pas A. Alors le PGCD de A et P, c'est forcément 1, c'est-à-dire que les deux nombres A et P sont premiers entre eux. Donc si P est un nombre premier, P est premier avec tout entier qui n'est pas un de ses multiples. Alors voilà pour la démonstration. Prenons donc un nombre premier P. Donc l'ensemble des diviseurs de P, c'est bien sûr 1 et P, il n'y en a pas d'autres, puisque P ne divise pas A. Donc P ne peut pas appartenir à l'ensemble des diviseurs de A. Donc dans l'ensemble des entiers naturels, le seul diviseur commun à P et à A, c'est tout simplement 1, ce qui signifie que les nombres A et P sont premiers entre eux. Alors ça peut nous servir par exemple pour montrer que la fraction suivante est irréductible. Alors on sait bien sûr que 13 est un nombre premier. Effectuons donc là maintenant la division euclidienne de 18 866 par 13. On obtient ceci. Donc vous voyez bien donc que ici, le nombre suivant n'est pas divisible par 13. Et comme 13 est un nombre premier, on en déduit donc que les deux nombres qui sont ici sont premiers entre eux et que la fraction est irréductible. Alors nous allons voir maintenant une propriété aussi importante qu'il faut connaître. Donc si on prend A et B deux entiers relatifs non nuls, et si on note grand D le PGCD de A et B, alors les nombres A sur D et B sur D sont des entiers relatifs non nuls, premiers entre eux. Alors, allons-y. Donc on va noter donc grand D le PGCD de A et B, donc on va faire cette preuve. Donc grand D divise forcément A et grand D divise forcément B. Ça signifie aussi qu'il existe donc deux entiers A' et B', tels que nous ayons A égale D fois A' et B égale D fois B'.
Ce qui signifie donc que A sur D et B sur D sont bien des entiers relatifs non nuls. Vous voyez, A sur D, ça sera égal à A', et B sur D, ça sera égal à B'. Prenons maintenant D, un diviseur commun à A sur D et B sur D. Donc ça signifie qu'on peut écrire que A sur D, c'est DA seconde, et que B sur D, c'est petit d fois B seconde, où A seconde et B seconde sont deux entiers. Ainsi, en appliquant donc le produit en croix, donc on monte D ici et ici, on obtient que A, c'est D, petit d fois grand D fois A seconde, la même chose pour B. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie donc que le nombre là, D fois D ici, ou encore D fois D ici, est un diviseur commun à la fois à A et à B. Or, on sait que grand D est le PGCD de A et B, donc ce qui signifie que ceci doit forcément diviser grand D. Donc la seule possibilité, c'est que petit d soit égal à 1. Et on a alors que A sur D et B sur D sont donc bien des nombres premiers entre eux. Donc voilà une jolie propriété à connaître. On peut aussi la présenter comme ceci. Il existe A' et B', deux entiers relatifs non nuls premiers entre eux, tels que A égale D fois A' et B égale D fois B'. Nous allons maintenant parler du théorème de Bézout. Donc, voilà ce que dit ce théorème. Soit A et B, deux entiers relatifs non nuls. A et B sont premiers entre eux si et seulement si il existe deux entiers relatifs U et V, tels que AU plus BV est égal à A. Alors, on va voir que U et V ne sont pas forcément, le couple UV n'est pas forcément unique, on va en reparler un petit peu par la suite. Alors pour la démonstration, le sens suivant, donc de la gauche vers la droite, est un petit peu compliqué, donc les meilleurs, je vous laisse le lire tranquillement, vous appuyez sur pause et vous vous faites plaisir. Pour le sens là, il est simple. Alors, on va considérer que ceci existe, c'est-à-dire qu'on a deux entiers U et V tels que AU plus BV est égal à 1. On va noter grand D, le PGCD de A et B. Donc D divise forcément A, et D divise forcément B. Donc D va diviser toute combinaison linéaire de A et B. Donc D va diviser aussi AU plus BV. Et donc D va diviser le nombre 1. Et donc si D divise le nombre 1, D est forcément égal à 1. On en déduit donc ainsi que A et B sont premiers entre eux. Alors le théorème de Bézout sera particulièrement intéressant pour travailler sur des expressions littérales évidemment, ou sur des grands nombres. Alors, pour la recherche de U et V, il existe différentes techniques. Alors, on peut informatiser le problème, quand je vous le montrerai en exercice. On peut aussi utiliser l'algorithme d'Euclide. Alors, pour ceci, on a une technique bien particulière. Donc, on recherche donc les fameux U et V tels que les nombres donc suivants, donc 383 et 127, donc sont premiers entre eux. Alors, ici, on cherche donc à déterminer U et V. Donc on a ceci, 383 égale 127 fois 3 plus 2. Ça, c'est ce que nous permet de dire l'algorithme d'Euclide. Donc on va tout d'abord, dans un premier temps, s'intéresser uniquement au reste. Et on va exprimer ce reste en fonction de ce qu'il y a ici, sans jamais faire disparaître 383 et 127. Donc on n'effectue pas les calculs. Donc on obtient 2 égale 383 moins 127 fois 3. Nous continuons ensuite l'algorithme d'Euclide, comme ceci, et nous allons effectuer exactement la même chose. Donc on va avoir 1 égale 127 moins 2 fois 63, comme ici, et nous allons maintenant injecter ce que nous avions dessus, c'est-à-dire le fait que nous avions déjà une expression de 2 en fonction de 383 et 127. Nous remplaçons, et nous obtenons ceci. Et donc après, à nous de réorganiser tout ceci, et de voir combien de fois 383 va apparaître, et combien de fois 127 va apparaître, sans effectuer les calculs. Et nous obtenons donc à la fin ceci. Je vous laisse regarder ça en détail, et vous voyez que nous avons bien trouvé un nombre U et un nombre V qui vérifient bien ce que nous cherchons. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas unicité. On peut vérifier aussi que ce couple-là ou ce couple-là fonctionne bien. De toute façon, la question n'est pas de montrer qu'il existe un unique couple, la question est d'en trouver un. Et si on en trouve un, ça nous permettra d'affirmer que les nombres sont bien premiers entre eux. Alors nous avons aussi cette propriété intéressante, donc soit A et B des entiers relatifs non nuls et D un entier naturel non nul, toutes les propositions qui sont ici sont équivalentes. Alors, concernant les deux dernières, il n'y a pas de souci sur l'équivalence, nous en avons déjà parlé. On va s'intéresser plutôt à ceci. Alors, nous, on a déjà vu que si D est le PGCD de A et B, alors les nombres A sur D et B sur D sont premiers entre eux. Nous allons maintenant essayer de nous intéresser
à la démonstration dans l'autre sens pour justifier de l'équivalence. Alors on va supposer que les deux nombres suivants sont premiers entre eux. Donc, puisque A sur D et B sur D sont des entiers, D va diviser A et D divise B. Donc on va noter G le PGCD de ces deux nombres, de A et de B. Comme D, grand D divise A et B, donc D divise forcément G. Ça, c'est un résultat que nous avons déjà vu. Donc on en déduit que grand D est inférieur ou égal à G. Maintenant, nous allons essayer de démontrer aussi que grand D est supérieur ou égal à G, ce qui permettra de justifier l'égalité. Alors on sait que A sur D et B sur D sont premiers entre eux. Donc en utilisant le théorème de Bézout, on va pouvoir dire qu'il existe U et V tel que on est ceci. Et en appliquant, donc en multipliant tout par D, on en déduira donc grand D, c'est AU plus BV. Mais comme G est le PGCD de A et B, donc G divise A et G divise B. Donc il divise bien sûr toute combinaison linéaire de A et B, donc il va diviser aussi AU plus BV. Or AU plus BV, nous avons dit que c'était D, comme vous le voyez ici. Donc on en déduit que G divise grand D. Mais si G divise grand D, on en déduit que G est inférieur ou égal à D. Donc ici, nous venons de démontrer que G est inférieur ou égal à D. Ici, nous avons vu cette fois le contraire, c'est-à-dire que G est supérieur ou égal à D. On en déduit donc qu'ils sont égaux, que G est égal à grand D. Et c'est-à-dire que grand D, c'est le PGCD de A et B. Et donc on a bien démontré l'équivalence de ces deux propositions. Nous pouvons voir maintenant ce qu'on appelle le théorème de Bézout généralisé, ce qui va permettre de caractériser le PGCD. Donc on va prendre A et B deux entiers relatifs non nuls et D un entier naturel non nul. Alors, D est le PGCD de A et B si et seulement si D divise A et B et s'il existe deux entiers relatifs U et V tels que AU plus BV égale D. Alors attention, j'ai ajouté ici D divise A et B. Ça sera une remarque extrêmement importante. Si vous ne l'indiquez pas, ça ne va pas fonctionner, comme vous pouvez le voir ici dans la remarque. Par exemple, vous avez 7, c'est 4 fois 1 plus 3 fois 1, mais 7 n'est pas le PGCD de 4 et 3, car il manque cette information importante. Alors pour la preuve, alors quand je mets exigible, c'est que c'est dans les programmes, si D est le PGCD de A et B, alors D divise bien sûr A et B. Il existe donc A' et B', deux entiers relatifs non nuls premiers entre eux, tels qu'on est A égale DA' et B égale DB'. Pas de surprise pour ceci. Et donc d'après le théorème de Bézout, il existe deux entiers relatifs U et V tels que A'U plus B' est égal à 1, évidemment, étant donné que les nombres A' et B' sont premiers entre eux. Et donc en multipliant tout par D, nous obtenons donc le résultat voulu. Il n'y a pas de souci, ça c'est facile. Réciproquement, on suppose que D divise A et B, et qu'il existe deux entiers relatifs U et V tels que AU plus BV égale D. Soit donc D' un autre diviseur commun A et B. Alors D' divise forcément AU plus BV, vu qu'il divise toute combinaison linéaire de A et B. Et donc, si D' divise AU plus BV, D' divise D. On en déduit donc que D est bien le PGCD de A et B. Nous allons maintenant nous intéresser au théorème de Gauss et à deux propriétés importantes qui découlent de ce théorème. Donc le théorème de Gauss dit la chose suivante. On va considérer A et B deux entiers relatifs non nuls et C un entier relatif. Si A divise B, C et si A est premier avec B, alors A divise C. Alors nous allons faire la démonstration en détail car elle est exigible, elle est dans les programmes. Donc on choisit les entiers tels que je vous l'ai indiqué. Alors qu'est-ce qu'on a? On a A est premier avec B. Donc si A est premier avec B, donc ils sont premiers entre eux, on peut donc trouver deux entiers U et V tels que AU plus BV est égal à 1. En multipliant cette égalité par C des deux côtés, nous obtenons donc ceci. Or, on sait que A divise BC, vu que c'est indiqué ici, dans les hypothèses. Donc, si je multiplie ici par V, A va diviser aussi BCV. D'autre part, A divise bien sûr ACU, vu que vous avez la présence de A ici. Donc, A va diviser la somme de ceci et ceci, c'est-à-dire qu'A va diviser cette somme. Et donc, cette somme étant égale à C, on en déduit que A divise C. Voilà, la preuve du théorème de Gauss n'est donc pas très compliquée. Nous pouvons donc mettre en place maintenant cette première propriété, appelée aussi théorème d'Euclide. Donc on va prendre A et B deux entiers relatifs et P un nombre premier.
Si P divise le produit AB, alors P divise A ou P divise B, sachant que c'est un ou inclusif. Donc, effectivement, prenons donc nos deux entiers relatives, on suppose que P est un nombre premier divisant le produit AB. Alors, nous allons supposer par exemple que P ne divise pas A. Alors, si P ne divise pas A, A est clairement non nul. Et A et P sont premiers entre eux, étant donné que P est premier. Donc, P divise le produit AB et P est premier avec A. Donc, P divise forcément B, d'après le théorème de Gauss. Donc, cette propriété découle immédiatement du théorème de Gauss. La propriété suivante est donnée ici. Donc, soit A et B deux entiers relatifs non nuls premiers entre eux, et soit N un entier naturel. Donc, si N est divisible par A et par B, alors N est forcément divisible par le produit A, B. Alors attention, il est important que les nombres A et B soient premiers entre eux. Vous voyez effectivement ici. Donc, donc si un nombre est divisible par 5 et par 6, donc 5 et 6 sont clairement premiers entre eux, alors il est clairement divisible par 30. Attention, ça ne sera pas vrai si vous prenez des nombres qui ne sont pas premiers entre eux. Prenez par exemple 12 est divisible par 4 et par 2, mais 12 n'est absolument pas divisible par le produit 4 fois 2, c'est-à-dire 8. Donc il va falloir être extrêmement prudent. Alors la preuve, voilà comment elle fonctionne. Donc étant donné que A et B sont premiers entre eux, donc avec le fameux théorème de Bézout, on peut écrire ceci. En multipliant tout par n, nous obtenons donc à gauche et à droite ceci. On sait que A divise n, donc on peut écrire n sous la forme AQ, où Q est un entier. B divise n, donc on peut écrire n sous la forme BQ', avec Q' appartient à Z. Et donc dans l'égalité ici, nous allons pouvoir remplacer par ces expressions que nous avons au-dessus. Donc nous remplaçons ici n par BQ' et ici n par AQ. Alors AB va diviser ceci, fatalement, étant donné que vous avez un A et un B ici, et AB va diviser aussi ceci, étant donné que vous avez A et B ici. Donc AB divise bien la somme des deux, et c'est-à-dire que AB divise N. Voilà, c'est la fin de ce cours un petit peu long. Alors, c'est toujours la même chose, hein. Un cours, ça s'apprend, un cours, ça se comprend, un cours, ça se relit. C'est une vidéo, vous avez l'occasion de revoir ceci autant de fois que vous voulez, d'appuyer sur pause et de vous concentrer pour comprendre tout ceci. Voilà, bon courage à tous.